Donc, le sujet du jour, le burn-out parental, comment le repérer, le prévenir et s'en sortir. Donc, on entend dire qu'être parent est merveilleux, que le jour de la naissance de son enfant est un des plus beaux jours de notre vie. Et on reçoit des faire-part qui nous remplissent de joie. Et on félicite les parents. Et ce qu'on peut dire, c'est que les recherches sont un peu divergentes sur le sujet. Il y a des études qui disent que cela donne un sens à la vie, que ça favorise les relations sociales. D'autres études qui disent que les parents sont moins heureux qu'avant la naissance des enfants. Alors, prenons une étude justement qui a été faite sur 2000 parents à qui on a demandé de dire leur niveau de bonheur de 0 à 10, un an avant la naissance et un an après. Eh bien, le résultat de l'étude, c'est que 70% se disaient moins heureuses. Pourquoi? Pour 3 raisons. Le manque de sommeil, le stress, le sentiment de perte de liberté et de contrôle sur sa vie. Et c'est ce qui conduit au burn-out parental. Enfin, ce sont quelques causes qui conduisent au burn-out parental. Alors là, à droite, normalement, il y a marqué aussi heureux ou plus. Il y a 30% de parents qui sont aussi heureux ou plus heureux. Celle qui vient, je l'adore. C'est une autre étude qui dit qui a demandé aux parents toute une liste d'activités qu'ils ont fait la veille. Ils ont demandé lesquelles ils ont préféré. Eh bien, en fait, le fait de s'occuper des enfants arrive en 17e position. Celle-là, quand je l'ai entendue, oui, c'est vrai que ça m'a fait sourire. Donc, le burn-out parental, ce n'est pas du tout une fatigue passagère. C'est une détresse qui touche de plus en plus de parents. Alors, qui je suis? Donc, je suis Maud Alejandro, je suis formatrice conférencière, je suis coach consultante en parentalité, de couple et de vie, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, je forme les professionnels et les parents depuis 2016. J'ai accompagné 47 structures. J'ai été membre du Haut Conseil à l'enfance de 2016 à 2022 sur les sujets de la parentalité et de l'éducation sans violence. J'ai créé et coordonné le plaidoyer associatif pour faire interdire les punitions corporelles et violences psychologiques en France. Donc, la loi a été votée le 10 juillet 2019. Donc, j'accompagne maintenant le DU, par exemple, accompagnement à la parentalité de la Sorbonne, SOS Village d'enfants, les villes d'Ivry, Noisy-le-Sec, le département des Yvelines. Et je me suis formée initialement auprès de Catherine Dumonteil-Crémer, qui est la pionnière en parentalité en France. Et j'ai ouvert une consultation en présentiel de coaching en parentalité à Boulogne. Donc, cette conférence, les enjeux. L'idée, c'est de mieux comprendre le burn-out, même si je sais qu'ici, vous connaissez déjà. Mais il y a peut-être des choses que je vais dire différemment ou aujourd'hui qui vont résonner en vous parce que hier, avant-hier, la semaine dernière, vous avez eu tel ou tel parent dans vos structures ou même vous-même avez vécu des choses qui vont résonner différemment. Donc, on va parler de la définition, des chiffres, des causes et conséquences, du fonctionnement, du repérage des symptômes et des pistes pour en sortir. Donc, j'ai essayé de rendre tout ça un peu simple, illustré et vivant. Et ne vous inquiétez pas, le PowerPoint vous sera envoyé, donc ce n'est pas la peine de prendre 36 photos, de prendre des notes. Enfin, si, vous pouvez en prendre, bien sûr, ce qui vous convient, mais pas de tracas sur ce sujet. Donc, les chiffres, vous venez de le rappeler. Donc, merci. Donc, je vais faire vite. En effet, entre 5 à 8% de parents sont concernés par le burn-out parental. Donc, s'approcher des 10%, c'est un parent sur 10, c'est pas rien. Donc, c'est voilà, l'étude d'Isabelle Roskam et Moira Mikola-Jacques qui en parle. Donc, la question a été posée précédemment. Avez-vous été de près ou de loin concerné par ce sujet ou avez-vous vous-même accompagné des parents en burn-out parental? Donc, on a eu la réponse avant. Donc, on est nombreux dans cette salle. Donc, qu'est-ce que le burn-out parental? Burn, en anglais, veut dire brûler et out, dehors. Donc, on va essayer de comprendre un peu plus ce que ça veut dire. Donc, quelles sont les recherches? Elles évoquent plusieurs dimensions du burn-out parental pour le qualifier, on va dire. Donc, Violaine Guérito, c'est une docteure en psychologie qui a créé le concept de burn-out parental. Elle est l'auteure de La fatigue émotionnelle et physique des mères. Donc, je vais vous lire un petit peu son histoire, vous allez comprendre pourquoi elle a découvert ça. Et au départ, dans son doctorat, elle s'appuyait sur les travaux de Christina Maslach, qui a étudié scientifiquement le burn-out, mais du côté professionnel. Et donc, l'épuisement au travail. Donc, elle est l'auteure du Maslach Burnout Inventory, outil le plus utilisé pour mesurer le burn-out professionnel. Alors, l'histoire de Violaine Guérito, c'est qu'elle faisait donc, comme je vous l'ai dit, des études de doctorat et elle s'investissait à fond dans ses études. Mais
Elle avait un garçon déjà et elle venait d'avoir un bébé. Donc un dimanche matin, que se passe-t-il? Elle essaye de faire une lessive. Elle n'avait pas dormi, elle était épuisée. Ses enfants se battaient, criaient. Sa fille Mélodie est tombée et elle pleurait. Et en fait, Violaine Guérito n'a pas pu bouger. Elle avait la sensation de s'en fiche complètement. Elle n'arrivait pas à ressentir le sentiment d'urgence et n'avait plus la force de se précipiter pour la ramasser. Elle a pleuré à chaudes larmes en pensant être la pire des mères. Et tout d'un coup, elle a pensé à son sujet d'étude, qui était le burn-out professionnel. Et c'est là qu'elle a fait le lien, le parallèle. Donc c'est de là que vient tout ça. Parler donc des 3 dimensions qu'elle a évoquées, qui sont déjà dans les travaux de Christina Maslach. Donc la première dimension, c'est l'épuisement émotionnel et ou physique. En fait, on va aller puiser dans sa réserve comme une voiture, un réservoir d'essence. Et si on ne peut plus le remplir, il y a un moment où la voiture va s'arrêter. Donc, ce qui consomme notre énergie, ce sont les stresseurs. On va en parler plus tard. Donc, les situations de stress. Et la simplicité de devoir affronter une nouvelle journée était insurmontable, c'est impensable. La deuxième dimension, c'est la distanciation émotionnelle. Donc, après l'épuisement, la seule façon de continuer à fonctionner, à vivre, c'est de se couper de ses émotions, de son empathie. Ça se fait automatiquement, hein, parce que l'investissement émotionnel prend beaucoup d'énergie. Donc, on coupe tout et on laisse le corps faire son travail comme un robot. On ne ressent plus rien, tout nous semble indifférent. Une autre dimension, c'est le reniement des accomplissements passés, présents, futurs. À ce stade, il y a vraiment un écart entre le parent qu'on est et qu'on est devenu et le parent idéal qu'on avait dans la tête ou qu'on était encore quelques mois, quelques semaines avant, ou le parent qu'on aurait aimé être. Donc on se dit, je ne vaux rien, j'y arriverai jamais, je fais du tort à mes enfants, je suis une mauvaise mère. Et ça, c'est toxique pour soi surtout et pour les enfants, bien sûr. Donc après, on a eu les travaux d'Isabelle Roskam et Moira Michalajak qui, dans le livre Le burn-out parental, l'éviter sans sortir, 2017, a ajouté une autre dimension. C'est celle de la saturation, de la perte de plaisir d'être parent, en fait. Hein. Donc, il y a vraiment un sentiment de trop-plein et d'overdose à l'idée de ce qu'il faudra faire dans la journée avec ou pour ses enfants. Alors, on peut réinsister sur le contraste. Le contraste, c'est qu'il y a eu un avant et un après. Alors, les causes du burn-out parental, on va peut-être pas toutes les lister, mais elles sont très nombreuses et je vous avoue que pour préparer la conférence, j'ai relu 3 livres avec l'ensemble des témoignages et des stresseurs et ça m'a un petit peu déprimée parce que j'ai pensé moi-même pour mes enfants à tout ce qui peut leur arriver. Donc, je vous en ai mis un petit résumé. Donc, les pleurs du bébé, une incertitude sur ses besoins, on ne sait pas s'il a chaud, s'il a soif, s'il a un problème dans l'estomac, etc. Les maladies, la peur des accidents, le harcèlement, les résultats scolaires, la peur de l'avenir, de son métier. Aussi, est-ce qu'il aura des relations épanouies? Et puis, la pose de limites respectueuses, qui pose tout un tas de soucis, de challenges au quotidien. Donc, on peut dire qu'il y a aussi les émotions, les crises de rage qui vont venir puiser dans notre énergie. Évidemment, il peut y avoir des soucis à l'école, des soucis avec le conjoint ou la partenaire et des séparations de parents. Et tout ça, ça va ajouter au stress. Et donc, le stress est absolument permanent. Hein, surtout quand les enfants sont en bas âge, le manque de sommeil est critique. Alors, j'ai pris cette petite image pour illustrer, c'est l'image qui m'est venue. C'est vraiment le mythe de Sisyphe, hein, on prend son rocher, on monte au-dessus de la montagne, puis il faut recommencer. Donc, un des premiers facteurs, un grand facteur, c'est la surcharge de travail et on parle bien d'un travail en tant que parent, même si ça paraît un peu antinomique, parce qu'il y a de l'amour au milieu de tout ça, on en parlait tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de pause. Hein, on ne fait pas de pause. La charge absolument excessive pour 2 bras et un cerveau. Enfin, des fois, il y a 4 bras et 2 cerveaux, mais pas toujours, on va le voir après. Il y a le poids des responsabilités, on est responsable, on se sent responsable de tout, même si finalement, s'il se casse une jambe à l'école, on va dire c'est pas notre responsabilité, mais on se sent responsable de l'avoir mis ce jour-là à l'école. Les contraintes de temps, l'aspect répétitif des tâches et des tâches très complexes. C'est pour ça que quand on est parent, les employeurs devraient se dire cette personne a beaucoup de compétences. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, on doit faire face à des demandes qui viennent de tous les fronts. En fait, on se sent dépassé par tout ce qu'il y a à faire. Et dans les livres, j'ai sorti 2 phrases qui m'ont vraiment plu. Je suis toujours en train de me retenir ma respiration. Ça me parle beaucoup. Et un métier où on est finalement de garde. Et ça, je trouve que c'est parlant aussi.
Alors, je vous ai mis un petit tableau des tâches ménagères en famille, hein, elles sont tellement nombreuses, hein. Donc, cirer les chaussures, laver les vêtements du petit qui a fait du foot, promener le chien, faire le ménage, refaire son lit, trier les vêtements, sortir les poubelles, s'occuper du chat, etc. Bon, je crois qu'il y a moins de monde qui repasse à notre époque, mais elle est quand même dans le tableau. Voilà, donc c'est vraiment mais un micro élément de tout ce qu'on a à faire, hein, mais bon. Le deuxième pilier, vraiment le deuxième élément important, c'est le manque de soutien. Avec les meilleures volontés du monde, hein, on n'a pas d'aide suffisante, on a des ressources limitées, on n'a pas de formation pratique du tout. On arrive là, on est complètement démunis et on n'a pas de mode d'emploi de nos enfants. Puis chaque enfant a un mode d'emploi différent et chaque jour, ça change, donc c'est compliqué. Donc tout ça fait qu'on a de la frustration, on se sent en colère parfois et ça peut générer des conflits et des disputes. Alors, il y a quelques messieurs dans la salle, pardon d'avance voilà, de parler de ce sujet, mais il existe, donc voilà, il y a une évolution positive. Donc voilà, elle est en train de faire la vaisselle en même temps qu'elle met le linge dans la machine et il revient du sport tout cool. Ah bah, fallait me le dire, je t'aurais aidé. Donc moi j'aime bien cette image, c'est pour ça que j'ai sélectionné. Les chiffres sont peut-être écrits petits. En fait, là, c'est vraiment un tableau qui fait qu'on a interrogé des hommes et des femmes sur le partage des tâches ménagères. Les hommes répondent que à 6%, que ce sont eux qui les font eux-mêmes, ou bien 45% de leurs partenaires. Les femmes, elles disent à 45% qu'elles s'occupent elles-mêmes des tâches ménagères et qu'à 4%, c'est le partenaire. Et pour la part égale, c'est autour de 45%. Et par rapport aux enfants, les hommes déclarent à 5% qu'ils s'occupent eux-mêmes des tâches liées aux enfants, les femmes 46%. Et voilà, vous voyez le reste du tableau. Donc, il y a entre 50 et 59% de personnes qui pensent que c'est à part égale. La ligne jaune, c'est celle qui concerne les femmes. La ligne bleue, celle des hommes. Donc, je vous laisserai regarder ça plus tard tranquillement. Donc, c'est l'idée que ça s'améliore. Il y a une amélioration, mais il y a une nette différence encore. Et ceci explique le sujet du jour. Le troisième facteur qui est très important, c'est le manque de reconnaissance. L'être humain a besoin d'être encouragé, valorisé depuis l'enfance, c'est un fait. Et en fait, quand on est parent, il n'y a pas de feedback positif. Il n'y a pas de rémunération et il n'y a pas vraiment de valorisation puisqu'on trouve ça normal. Mais y compris les femmes pensent longtemps que c'est normal ce qu'elles font. Elles se disent pas, mais en fait, c'est extraordinaire tout ce que je fais pour cette famille, tout l'amour que je donne chaque instant de ma vie. Et les femmes disent, je suis transparente. Je fais quoi comme métier? Bah rien, je suis mère au foyer. Je donne sans compter et personne s'en aperçoit. Ça, c'est vraiment un facteur de burn-out. Alors, dans cette charge mentale, il y a le dossier Legrand urgent, appeler la babysitter, le vaccin-symptôme, rendez-vous chez le dentiste, papier pour la CAF, visite par les parents dimanche, confirmer la location du gîte, voilà, cours de yoga à 21h, sortie d'école, dîner avec Valérie, etc. Et le mari, alors c'est vraiment dans sa pensée, hein, et le mari qui rentre, qui dit t'as oublié le pain, mais vraiment tu penses à rien. Bon, j'espère que ça n'arrive pas tous les jours, mais j'imagine quand même qu'on n'est pas trop loin dans certains cas. Et un des autres éléments, c'est le manque de contrôle. Donc, en fait, il se passe tous les jours des choses qu'on n'a pas prévues. C'est-à-dire qu'on a une liste de choses à faire. Et en fait, cette liste, elle va rester non cochée. Parce qu'il va y avoir des événements qui vont venir vraiment bouleverser la journée. Il y a aussi des décisions imposées, sociétales, institutionnelles. Et donc, ça génère un sentiment d'impuissance. Parce que ça, on doit y faire face ce jour-là et pas demain ni après-demain. Donc, il y a une personne qui dit, si je devais faire une liste des choses qui m'angoissent tout particulièrement, je placerais sûrement en tête de cette liste le fait d'être constamment interrompue quand j'essaye de faire quelque chose. Maman, maman, papa, papa. Et au départ, on trouve ça très, très mignon, mais à un moment, un peu moins. Hein, oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, tout ça fait que notre réservoir se vide. Et c'est ça qui nous conduit à l'épuisement. Donc, le burn-out survient quand en fait la somme des stresseurs dépasse l'énergie, les capacités d'y répondre et de s'adapter du parent ou du couple. Et le fait d'aimer ses enfants multiplie le problème par 100. C'est très difficile à vivre, on se sent coupable, on a honte. Et on en vient à se demander si on n'aime plus nos enfants. On n'en parle pas, on a peur d'être jugé. On met très longtemps avant d'en parler. Et il y a une chose qui est certaine, en différence avec le burn-out professionnel, c'est qu'on ne se met pas en off de ses enfants, en fait. Mais sauf qu'on n'arrive plus à supporter la charge.
Alors, on peut dire que même en présence des enfants, on peut se régénérer, mais ça demande un apprentissage, ça demande beaucoup de choses. Aussi, un élément important, c'est qu'il faut savoir qu'avant d'être en burn-out, on a été vraiment en burn-in, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on a tout donné, on s'est hyper, vraiment investi, on était hyper présent, on avait vraiment des ambitions, une exigence très élevée. Et puis, ben, pourtant, il arrive qu'on soit en épuisement. Alors, on en parlait un petit peu avant, ça a été évoqué. Il y a des évolutions sociétales qui ont un impact direct, hein, parce que là, l'idée, c'est de pas se dire que les parents, sont, incapables ou n'ont pas les compétences émotionnelles. C'est vraiment, on est dans une société qui va faire qu'on va arriver à cette situation d'épuisement. Alors, quelles sont les évolutions sociétales qui impactent la parentalité? Les parents sont loin de leur famille. Avant, on était dans un petit village, on y restait pour la vie, on avait un seul métier. Les désirs des enfants sont plus nombreux, forcément, on est dans une société de consommation. Chaque choix est complexifié, le nombre de poussettes à disposition, la technique, les boîtes de lait, et cetera. L'accès à l'information est anxiogène, la guerre, la pollution de l'eau, des aliments. Il y a aussi une période d'adolescence qui existe. Avant, ça n'existait pas l'adolescence. On passait de l'enfance à l'âge adulte. Les enfants vont à l'école et j'avais regardé les chiffres, mais au 19e siècle, il y avait seulement la moitié des enfants qui allaient à l'école. Donc si on remonte encore un petit peu avant, bah, les enfants n'allaient pas vraiment à l'école. Donc c'est une contrainte supplémentaire de les amener à l'heure le matin et c'est que là qu'il y a beaucoup de violences éducatives d'ailleurs, hein, pour amener les enfants à l'heure à l'école. Les femmes travaillent, c'est heureux, c'est une chance. Les 2 parents travaillent, mais comment concilier le fait d'être parent? On a beaucoup plus d'objets et il faut s'occuper de chaque objet, les poussiérer, les réparer, les changer de place, et cetera. On leur paye même des mètres carrés à ces objets. Les familles sont recomposées, parents solo, on a une association qui va intervenir après. Nous connaissons plusieurs couples dans une vie. Alors c'est peut-être merveilleux, mais ça apporte de la complexité et on vient de le voir, une répartition des tâches inégale. Tout va plus vite, tout est plus complexe. Les transports nous prennent du temps, la voiture est un risque, hein, c'est vraiment un stresseur plus celui-là. On a vraiment toujours peur que dans l'espace urbain, notre enfant se fasse écraser. Mais ça, c'est rien que ça. On pourrait le mettre, dans le top 10 en fait, hein. S'ajoute l'administration, la technologie, hein, il faut charger les portables, il faut, «Où est-ce que tu as mis mon chargeur? Non, c'est pas le bon embout», et cetera. On l'a vu tout à l'heure. Et puis, on a des impôts à payer, des groupes WhatsApp à ouvrir, des mails qui s'accumulent et donc ça augmente la culpabilité, le stress et l'impression qu'on n'arrive pas à gérer. L'accouchement et la grossesse sont maintenant médicalisés. Alors, on peut dire que c'est positif dans un certain sens, mais ça génère du stress quand on reçoit les fameux résultats, les pourcentages de risque de malformation et après on a une grossesse à avoir ça dans la tête. C'est pas simple. On exerce plusieurs métiers. C'est aussi une chance d'apprendre des choses dans sa vie, mais ça demande de la formation, ça exige de se remettre sur le marché du travail et de voilà. Donc on se demande si nos enfants vont d'ailleurs être en capacité de s'adapter parce que la moitié des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Donc ça, c'est important de savoir ça. On peut voyager, hein, on peut partir en vacances, mais si on n'a pas les moyens, bah, on ressent de la honte, du stress, de la frustration. Donc, à votre avis, avec tout ce qu'on vient de lister, est-ce que vous pensez, est-ce que vous savez est-ce que le cerveau est fait pour ça? Alors, à l'origine de l'humanité, on devait manger, boire, dormir, éliminer, avoir un peu de relations sociales, faire attention aux dangers et voilà. Notre cerveau, il est câblé juste pour survivre le jour même et le lendemain, hein. Quand on a été voir des sociétés de chasseurs-cueilleurs, ils font des réserves pour le jour même et le lendemain. Ils vivaient à l'instant présent. Nous, on a besoin de faire du yoga pour ça. Eux, c'était normal. Et en fait, on a le même cerveau qu'à l'époque. Et donc, il n'est pas du tout fait pour gérer tout ça, vraiment pas du tout, du tout. Tous les professionnels de gestion de l'emploi du temps le rappellent à tout leur groupe. Et en plus de ça, on a un cerveau archaïque qui est très bien fait parce qu'il nous a permis de survivre jusqu'à aujourd'hui. Ben, en fait, lui, il est câblé pour détecter les dangers toute la journée. Donc, c'est ça le souci. Donc, ça va produire du stress. Donc, on s'est interrogé aussi de savoir, et on a la réponse, mais on va quand même le rappeler, est-ce que les personnes touchées ont un profil particulier? À votre avis? Je vois que c'est partagé dans la salle. Alors, on pourrait dire, donc selon Denis Brieux, qui est un médecin qui s'est consacré au burn-out après avoir reçu de la patientèle pendant des années, il a créé un centre ressources sur le burn-out en Belgique.
Et pour lui, il dit que ça touche spécifiquement des personnes extraordinaires qui s'engagent, qui sont passionnés, qui se donnent à fond dans leur vie de famille ou leur travail. Ils aiment leurs enfants par-dessus tout et ils y vivent leurs valeurs. Donc c'est un fonctionnement, donc il dit qu'on peut changer ça. Mais en fait, avec Laure, on a beaucoup partagé là-dessus. On se dit qu'en fait, non, le burn-out peut toucher absolument tout le monde. Et d'ailleurs, des personnes engagées, investies, il y en a toujours eu. Pourquoi aujourd'hui il y a plus de burn-out? Ben, on vient de le voir, c'est que tout s'accélère. Tout est fait pour hier, il fallait tout avoir rendu hier. Le rapport, la gestion de la salle, les petits papiers pour mettre sur les tables réservées, etc. Et c'est le fait que l'individu évolue dans ce système qui fait qu'à un moment, bah, il va disjoncter. Et ça impacte notre corps. C'est là qu'on va voir que il va y avoir une production d'hormones. Alors, avant de parler des hormones, j'ai rajouté une petite slide sur ce que ressentent les personnes qui sont en burn-out parental. C'est pas juste un mot dans le dictionnaire. Ce qu'elles ressentent, c'est vraiment, elles se sentent totalement incomprises. Personne ne reconnaît ce qu'elles vivent. Les gens minimisent, en fait. Il y a vraiment une question de minimisation. Et elles se sentent très coupables parce que c'est dans ce qu'elles ont de plus cher au monde, leur parentalité, qu'elles, ils ou elles vivent ce burn-out. Donc, la plus grande souffrance, c'est de ne pas être compris. Donc, c'est pour ça que comprendre le burn-out, ça permet d'aider ces personnes rien que par la compréhension. Alors, quels sont les points communs et les différences avec le burn-out professionnel? Donc, je l'ai un petit peu évoqué. Donc, pour la parentalité, la charge mentale est très élevée. En termes professionnels, ça peut l'être aussi, mais on l'a classé comme élevé. Les horaires pour un parent, c'est 24 heures sur 24. Les horaires de travail selon les métiers, 35 heures, 50 heures, 70 heures, ça dépend où on se place. La reconnaissance est très faible pour les parents, variable pour le burn-out professionnel. Le soutien social peut être inégal pour le burn-out parental et par contre, avec les collègues, on a des collègues, des ressources humaines, on peut aller se tourner vers quelqu'un, la qualité de vie au travail, etc. Et les pressions, donc soit on se les impose parfois ou on croit nécessaire, soit c'est la société qui les impose. Et c'est vrai que côté professionnel, on a des objectifs de performance. Donc c'est vrai que c'est une charge mentale aussi. Mais il y a des différences, voilà. Alors, comment reconnaître les signaux d'alerte et les symptômes? En fait, si vous imaginez un réservoir, au départ, je voulais faire un schéma, mais si vous imaginez un réservoir, un peu comme un réservoir, on va dire d'essence, on met de l'énergie en dormant, en mangeant, en allant se promener, en voyant une copine ou un copain, en travaillant pour, une cause qui nous tient à cœur, dans une association qui porte des fruits comme la vôtre. Et puis, par ailleurs, on fait sortir de l'énergie de ce réservoir quand on va, voilà, allaiter, 5-6 fois par jour, quand on va devoir aller, rechercher du lait parce qu'il y en a plus et cetera. La nounou qui n'arrive pas, qui n'est pas arrivée à l'école pour chercher les enfants et cetera. Et en fait, quand il y a plus d'énergie qui sort que d'énergie qui rentre, le réservoir commence à descendre, d'accord? Et la première série de symptômes qui va arriver, pour reconnaître le burn-out, c'est tout ce qui concerne notre humanité. Donc ça va s'éteindre, ça va diminuer. Donc on va avoir moins d'empathie, on perd notre humour, ça c'est un des symptômes, on perd sa spontanéité. Et en fait, tous ces capteurs, cette humanité ne s'active plus parce que je n'ai pas l'énergie pour. Et ça va continuer à descendre, hein. Je continue à faire sortir plus d'énergie que ce que je n'en fais rentrer. Donc là, il y a encore des réactions qui arrivent d'ordre psychologique. C'est la deuxième série de symptômes. Donc là, on devient bougon, aigri, irritable. On veut s'isoler, on n'a plus trop envie de sortir, d'inviter des personnes chez soi. Et dans cette phase arrivent les insomnies. Donc ça, c'est le premier, on va dire, un des premiers symptômes physiques. Mais ça continue à descendre et descendre. Et à un moment, donc imaginez toujours ce réservoir que vous avez devant vous, il y a la limite de la réserve. Un peu comme quand vous êtes dans votre voiture, il y a les réserves qui rougent. Donc vous arrivez à cette limite. Et là, dans la voiture, il y a un signal qui dit attention, va recharger à la pompe, hein. Ça clignote dans les voitures modernes, ça sonne même quand on met la clé dans le contact. Et sauf que dans notre corps, il y a le même système, mais il n'y a pas le bouton d'alarme. D'accord? Il n'y a pas ce voyant lumineux. Et le voyant lumineux, c'est là que ça se complique. C'est qu'en fait, il va être différent chez chacun selon sa génétique en fait et son histoire personnelle. Donc, s'il y a des familles avec eczéma, c'est l'eczéma qui va sortir. Si c'est de l'asthme, c'est de l'asthme. Des maux de ventre, c'est des maux de ventre, etc. Ça va vraiment dépendre de la biologie de la personne. Il n'y a pas un seul indicateur de burn-out. Mais en tout cas, tous ces symptômes peuvent être des indicateurs que là, on arrive dans la réserve. Mais
on continue de faire sortir plus d'énergie qu'on en fait rentrer, comme je l'expliquais, donc ça continue à descendre. Et quand on arrive tout en bas, juste avant, il y a des signaux d'alerte. Donc on se sent complètement vidé et il y a une panique matinale à l'idée qu'on va devoir encore affronter une nouvelle journée. À ce stade, qu'est-ce qu'on se dit? J'en peux plus, je peux plus gérer. En fait, la personne ne peut même plus réfléchir. Elle se sent paralysée émotionnellement, elle est coupée de ses sentiments. Évidemment, c'est là que viennent la honte et la culpabilité. Et donc, là, on est en bas, on est tout en bas de la ligne rouge. Et là, la personne, elle veut mettre le pied sur le marchepied du métro. Elle veut sortir de son lit ou alors elle est devant son écran d'ordinateur et il n'y a plus de fonction qui fonctionne. C'est très impressionnant. Ça ne marche pas. Donc, on peut essayer de dire, mais vas-y, fais un petit effort, allez, tu peux, etc. C'est vide, quoi. Hein, ça ne marche pas. Donc, c'est ça le burn-out. C'est pour ça que c'est très important d'en parler. Et les conséquences sur la santé peuvent être nombreuses. Donc, voilà, je vous laisse un petit peu lire. Je ne vais pas les énumérer toutes. Sueur froide, nausées, constipation, asthme, etc. Alors, la bruxomanie, c'est le fait de grincer des dents, comme ça. Voilà. Qu'est-ce que tu m'avais dit aussi d'expliquer un autre terme, je ne sais plus lequel. L'arythmie cardiaque, hein, c'est le cœur qui se met à avoir un rythme différent. Les spasmes musculaires, psoriasis sur la peau, etc. Bon, parfois, il peut y avoir un risque de suicide, hein, donc il faut vraiment le détecter avant. Et puis, on va dire que le burn-out, il commence après les symptômes du stress. Enfin, un peu après. Donc là, ça va être des douleurs diffuses, des troubles du sommeil, de l'épuisement. Pour les symptômes cognitifs, on est très sensible, on est pessimiste, on s'ennuie, on est indécis, on ne sait pas quoi faire, quoi choisir. On a des troubles de la concentration. On a même des malaises. Ouais. Alors, on va dire que c'est la faute des autres, mais parce que comme on n'arrive pas à gérer, c'est peut-être plus simple à ce moment-là. Et puis, on a aussi une mauvaise image de soi, on devient cynique un petit peu. On se replie. Bon. Et des conséquences importantes, c'est sur le comportement. On peut avoir recours aux médicaments, à l'alcool, aux drogues, et puis aux jeux aussi, aux jeux. On peut jouer. Donc, je crois que les chiffres, c'est 1 million de personnes qui jouent, 1 million de personnes qui ont testé la cocaïne en 2023. À peu près, je crois qu'il y a, il faut que je vérifie, mais je crois 100 000 personnes ou 50 000 personnes qui consultent pour une question d'alcoolisme et la moitié qui en décède. Enfin, c'est un gros sujet. J'ai un doute sur un chiffre, mais en tout cas, c'est vraiment un sujet. Alors, évidemment, toutes ces personnes ne sont pas en burn-out. C'est juste pour dire que, voilà, il y a un vrai sujet de comment vont les Français, est-ce qu'ils vont bien? Et voilà, là, on a des chiffres. Donc, quand le fait de dire qu'on est irritable, comme dans le groupe de contrôle burn-out, c'est celui qui est à droite. Hein, vous voyez qu'on a moins de capacité à réguler ses émotions et on peut tomber en dépression. Donc, dans le couple, eh bien, il y aura plus de conflits également. Fréquence des conflits conjugaux, ça peut être jusqu'à tous les jours pour certaines personnes. On peut aussi avoir de la violence verbale envers les enfants. Hein, c'est dû aussi aux violences éducatives ordinaires qu'on a subies enfant, mais la fatigue va faire qu'on va plus y recourir. Donc, pour sortir du burn-out, vous allez longuement après l'évoquer avec les tables rondes, mais il y a 2 approches principales. Soit on va aller chercher le pourquoi, ça peut prendre du temps et surtout, ça demande de l'énergie. Pour faire une thérapie, il faut de l'énergie, il faut sortir de son lit, aller chez le thérapeute, parler et revenir du thérapeute. Mais quand on ne peut pas sortir du lit, on ne peut pas commencer par là. Alors, je sais qu'il y a des thérapies en visio, mais même pour la visio, il faut de l'énergie. Et il y a l'autre approche qui est le comment. Donc là, on va vraiment aller essayer de modifier ce fonctionnement. Bien sûr, un bilan médical s'impose, bon, ça, c'est logique. Alors, comment l'éviter en 3 étapes? La première étape, c'est, vous vous souvenez, le schéma mental que je vous ai demandé de visualiser. Toute l'énergie qui sort, on va essayer de couper ces sorties d'énergie. On va dire stop. Ben non, ce dîner, je ne peux pas. Non, ce travail au rentre, je ne peux pas. Non, ce goûter d'anniversaire, je ne peux pas. Voilà, tant pis pour le ménage, tant pis pour cette lessive, etc. On dit stop. Et puis, on dit stop aussi à son employeur. On dit stop aussi peut-être aux 36 réunions de parents, etc. On va vraiment aller dire stop. C'est la première chose à faire. La deuxième, c'est retrouver une capacité à se recharger. Et là, se recharger, ça va être
pas évident parce qu'on a tous une façon différente de fonctionner, mais il faut trouver la sienne et ça peut prendre longtemps. Et ce qui est très, très, très difficile, c'est qu'au début, on va commencer à se recharger, mais le corps va nous délivrer toutes les factures de nos fatigues accumulées du mois de décembre, du mois de novembre, du mois d'octobre, du mois de septembre. Et donc, pendant plusieurs semaines, voire des mois, on ne se recharge pas. Mais on dit, je comprends pas, je dors, je me repose et tout, mais je me recharge pas. Et c'est ça qui est difficile. C'est qu'il faut pas, enfin, il faut savoir qu'il y aura un bout du tunnel, mais pendant longtemps, on se recharge pas. Et le plus important, c'est de distinguer la personne de son fonctionnement. On est tous des êtres merveilleux, n'est-ce pas? Mais le fonctionnement peut être à revoir. C'est le fonctionnement sur lequel on peut agir. Donc, c'est vraiment ça le comment, en fait. Cette approche du comment, c'est le fonctionnement. Donc, pour s'en sortir concrètement, la première chose qui fait du bien, c'est le nommer. Et même si ça met du temps, des fois, ça peut mettre des années à nommer un burn-out. Mais les enfants vont comprendre des choses, ils vont plus participer, le conjoint aussi ou la partenaire, l'employeur également, voilà. Et l'entourage va prendre en compte cette fatigue. La deuxième chose, on l'a dit, se ressourcer, le répit parental. Le troisième élément, c'est demander de l'aide, en fait. Mais vraiment, il ne faut pas hésiter, faire appel à un coach parental, un suivi psychologique, et puis combler les besoins physiologiques, ça paraît tout bête, mais se concentrer sur boire, manger, dormir, etc. Marcher aussi. Et je rajoute, je prêche pour ma paroisse, privilégier l'éducation non violente, parce qu'on s'est aperçu, dans une étude qui a été faite, c'est la première recherche qui a été faite par une personne qui travaille sur la psychologie positive, mais pas seulement. En fait, quand on éduque ses enfants sans punition, ni chantage, etc., eh bien, on se sent un bon parent, on a des bonnes valeurs, on a une grande estime de soi. Les enfants sont en confiance, il y a moins d'agressivité sur soi et envers les autres. C'est vraiment bénéfique. On ne reste pas isolé parce qu'on est en contact avec d'autres parents qui sont dans la même chose. Et je pense que vous ne trouverez pas cette information partout. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de journaux qui sont un peu négatifs sur la parentalité positive. Mais moi, je l'appelle parentalité tout court, en fait. C'est être avec ses enfants comme on est avec ses amis et son conjoint, en fait. On ne dit pas à son conjoint, va au coin, parce qu'il n'a pas fait la lessive, quoi. On lui dit juste, ah, je suis agacée là. Je t'avais demandé là ce soir si je pouvais rentrer, que ce soit fait. Et je te le rappelle, et rien que de te le rappeler, ça me fatigue. Voilà, donc les enfants, c'est pareil. Si on n'est pas d'accord avec une chose qu'ils font, on lui dit, on lui explique, et ça fonctionne très bien. Donc là, il y a un petit schéma qui résume ce que je viens de dire. Donc voilà, vous l'aurez aussi. Et puis, on arrive sur la fin de cette conférence. Donc, la prévention passe par 3 étapes. Le soutien social, l'autocompassion, se dire combien on s'aime tous les matins, combien on s'aime profondément, on se respecte. Et l'autocompassion, la gestion du stress aussi, donc ça s'apprend. Il y a de la sophrologie, je ne sais pas, tout un tas d'activités pour ça. Et l'équilibre des rôles, la coéducation, c'est qu'il faut dire, il faut parler. Si on en a marre de faire cette chose, il faut le dire en fait. Les personnes qui nous accompagnent ne sont pas censées non plus deviner ce dont on a besoin. Pour les professionnels, je vous ai mis 3 livres donc, sur le burn-out et un article qui est très bien fait de Marc Dovero. Voilà, donc ce sont les livres sur lesquels je me suis appuyée pour préparer cette conférence. Vous avez les livres sur l'éducation non violente, donc là, vous pouvez les lire entre guillemets les yeux fermés, vous n'aurez pas de recommandations de punition et en tout genre. Donc, 3 auteurs, Catherine Guéguin, Isabelle Filiosa et Catherine de Monteil-Crémer. Et pour finir, j'aimerais vous poser une petite question. Réfléchissez juste quelques instants avec ce que vous menez au quotidien. Est-ce qu'il y a une piste, une chose que vous pourriez faire de nouveau pour prévenir le burn-out parental dans votre métier, dans votre travail ou auprès de votre famille? Est-ce qu'il y a une chose à faire? Alors, c'est pour vous, c'est une petite piste de réflexion par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc, accompagner un parent en burn-out, c'est aussi prévenir des répercussions sur toute une génération. Et mon contact, pour finir, s'il y a des questions sur cette conférence, n'hésitez pas à m'écrire un mail. Voilà, moi, je fais de la formation individuelle, de l'analyse de pratiques professionnelles et du coaching. Voilà, je suis à Boulogne, mais je sais qu'il y en a qui viennent de loin, donc ça peut être en visio.